Tu sais que c'est sérieux quand j'ai apporté mon chapeau d'aventurier, hein? Alright! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on avait le privilège d'avoir les meilleurs cyclistes au monde à Montréal pour le Grand Prix cycliste. On est allé regarder la course et ça m'a inspiré. Je me suis dit pourquoi pas faire une recette qui a une connexion directe avec le cyclisme et j'ai nommé le Paris-Brest. Paris-Brest qui est un dessert ultra gourmand qui est monté en forme de roue de vélo qui historiquement a été créé pour rendre hommage à la course de vélo qui partait de Paris et qui se rendrait jusqu'à Brest. Et cette semaine, on va la recréer, mais aussi s'inspirer un peu du moment de l'automne et ajouter de la pomme. Donc, on revisite une recette, on s'inspire du passé pour créer quelque chose de nouveau. Dans ma tête, pomme et noisette, c'est écrit dans le ciel. On a du cycliste de haut niveau, un dessert ultra gourmand. Quoi demander de mieux? Bon visionnement. Alright guys, vous le savez sûrement déjà, je suis un grand fan de cyclisme et aujourd'hui, c'est probablement ma journée préférée de l'année. C'est le Grand Prix cycliste à Montréal. Les meilleurs coureurs au monde sont ici. Ils vont parcourir 17 tours du Mont-Royal pour accumuler un total de 4500 mètres de dénivelé. Ça, c'est la moitié de l'Everest en dénivelé. Pour s'inspirer, on s'est dit pourquoi pas venir les regarder souffrir. Souffrir. Allez, allez, allez! Ça va? Yeah, ça va mon frère? Ah, merci, man. Ça va? Ce qui est drôle, c'est que Haribo, c'est reconnu comme une source de nutrition assez appréciée des cyclistes, non? OK, comme ça. Voilà. All right, cool, guys. Allez. C'est cool. Ben, profitez de la course. Ouais, merci toi aussi. Merci toi aussi. Bien, merci. Bonne journée. OK, donc on en est déjà au deuxième tour. On est en train de monter Camille la pente, la fameuse pente. Dans une journée comme aujourd'hui, les cyclistes risquent de manger en moyenne 7000 calories. 7000 calories, c'est quasiment 3 jours de nutrition qui mangent en potentiellement 5-6 heures. C'est énorme, mais c'est ce qu'ils ont besoin de manger ultimement pour être capable de soutenir un effort aussi difficile. C'est important de non seulement manger durant, mais aussi avant et après. Hello, ça va vous autres? Comment ça se passe? Oh, tabarouette! Alright, la course est finie. Tadej Pogačar a gagné. Grande performance. Puis pour atteindre une performance de grand niveau comme ça, il faut bien sûr bien s'alimenter. Donc c'est pour ça qu'on retourne en cuisine. Attention, c'est une recette qui prend du temps. Le Paris-Brest, c'est de la pâte à choux qu'on va pocher en cercle. Par la suite, qu'on va monter en cercle. Donc, ça va être comme une espèce de gros beigne. À l'intérieur, on va faire une crème diplomate au praliné plutôt que de... Traditionnellement, le Paris-Brest est rempli d'une crème faite de praliné. Donc, c'est une pâtissière qu'on monte au beurre pommade. Aujourd'hui, on va alléger les choses un peu. On va faire une crème diplomate plutôt que de monter la pâtissière avec du beurre pommade. On va la monter avec la crème. Et on va aussi ajouter de la pomme, la Honey Crisp, la meilleure, l'imbattable, la seule, l'unique. On adore la Honey Crisp. Quand elle est en saison, rien à dire. J'ai ma technique qui est un petit peu plus orientée vers la production de masse. Ça va prendre un batteur, mais vous pouvez aussi la faire à la main. Vous allez voir, au batteur, c'est tellement plus simple, on ne se casse pas la tête. On commence par la pâte à choux, puisqu'il va falloir donner un petit temps de repos à la pâte. On va s'équiper d'un chaudron. Et à l'intérieur du chaudron, on va pouvoir verser nos liquides. Donc, j'ai de l'eau et du lait. Je vais aussi ajouter mon beurre, sans faire trop d'éclaboussures. Et on va porter à ébullition. Pendant ce temps-là, je vais mélanger la farine, le sucre et le sel. C'est pas genre 3 par jour. 3 par jour, ça c'est le minimum pour moi. C'est vraiment important d'attendre d'avoir une grosse ébullition. Il faut que les liquides soient ultra chauds pour vraiment voir des grosses bulles. Oh, ça s'en vient. Shit, j'aime la technique, man. Même pas un regard sur le lait. OK, on a une grosse ébullition et là, je vais ajouter la farine et le sucre et le sel. Et tout de suite, je coupe le feu. Vous allez voir,
Tranquillement, pas vite, la pâte va prendre forme. Oh yeah, on la sent là. À partir d'ici, il y a plusieurs méthodes. On peut assécher la pâte à la poêle, c'est-à-dire continuer à température basse à faire sortir l'humidité de la pâte en mélangeant, ou on peut aussi s'équiper d'un batteur. Ça, c'est ma technique préférée. Un peu plus simple, un peu plus efficace, puis on est certain de toujours avoir le même résultat. Une fois que j'ai une pâte qui se tient relativement bien dans le chaudron, je la mets tout de suite dans mon batteur. Donc, c'est le mouvement et la chaleur résiduelle dans le bol qui va créer de la vapeur et qui va sécher la pâte. Vous allez voir, dès que je passe ça, ça risque d'enfumer la place. On peut voir la vapeur qui sort tout de suite, là. Donc, à une vitesse moyenne, vous pouvez remarquer que la pâte, on dirait qu'elle a quasiment tranché. Elle semble huileuse, puis le bol est plus trop chaud. Ça veut dire qu'on est prêt à ajouter les œufs. On va le faire un par un. OK, donc j'arrive aux 3 derniers œufs et là, c'est important de regarder la texture pour être sûr qu'on n'a pas quelque chose qui est trop liquide ou trop ferme. C'est là qu'on commence à prendre conscience de est-ce qu'on va mettre les 2 derniers, est-ce qu'on va mettre tous les œufs. Il faut garder un œil là-dessus pour éviter de se tromper. Malheureusement, on ne sait jamais avec l'humidité dans l'air, la quantité d'œufs peut varier. Là, en ce moment, je le sens, il y a beaucoup de tension dans la pâte. C'est encore très ferme. La pâte reste légèrement accrochée à la feuille, donc pour moi, il manque encore facilement 2 œufs. Donc après le 7e œuf, on commence à avoir quelque chose qui répond pas mal à la demande. Et ça, c'est le truc que j'ai appris en cours de pâtisserie. On attrape une petite pointe de la pâte à choux comme ça. Puis, quand on détache, il faut que le pic continue relativement longtemps. Une fois qu'il soit détaché, ça retombe légèrement. Là, on sent qu'il y a encore une petite affaire trop de tension dans la pâte. Je sais pas si c'était clair, là, mais à l'ancienne, c'est comme ça qu'on l'a appris. On l'entend? Non, là. Ça tombe de la feuille légèrement. Comme ça, c'est parfait. On n'utilisera pas le 9e œuf. La pâte est parfaite comme ça. Bon shine, bonne tenue. Puis si on refait notre test à l'ancienne, boum, on voit que le pic d'en bas, il redescend tout de suite. Yeah. Donc on veut que la pâte repose et pour qu'elle repose un petit peu plus rapidement, ce que je vais faire, c'est la conditionner dans un contenant qui est un petit peu plus évasé. Ça va permettre au froid du frigo d'attaquer plus de surface de la pâte et donc de la refroidir plus rapidement. Donc on va filmer et laisser reposer un minimum de 1 heure. Sinon, c'est encore meilleur la veille pour le lendemain. Pour la suite des choses, on va travailler sur 2 préparations en même temps parce que sinon, on finira jamais. Donc, on va travailler sur le praliné et la compote de pommes en même temps. On commence avec les noisettes que j'ai achetées déjà épluchées. Vous voulez vous simplifier la vie, faites-le, je vous le conseille parce que c'est un peu désagréable à éplucher. Je vais simplement les mettre sur une plaque à cuisson comme ça. On envoie au four à 350 pendant environ 20 minutes. C'est important de garder un œil pour pas que ça aille trop vite. Commencez par 15 minutes. On veut une belle couleur. Donc, ça nous laisse du temps pour travailler sur les pommes. Ce que j'aime bien faire, c'est les éplucher. Je trouve que des fois, suite à la cuisson, la peau peut devenir un peu désagréable en bouche. À chaque fois que j'épluche un aliment dans ma tête, je suis pas capable de m'empêcher de me dire il faut que je réussisse à l'éplucher en faisant le moins de coups d'économe possible. Je sais pas pourquoi. Donc pour les pommes, on va enlever le cœur. C'est vraiment pas trop compliqué. Il faut juste visualiser qu'en plein centre, on a la partie indésirable. Donc je vais venir avec mon couteau retirer chaque paroi extérieure de la pomme. My God, c'était beaucoup de mots pour dire quelque chose de si simple. D'un côté, de l'autre. Petite astuce du chef, toujours faire une étape à la fois. C'est-à-dire là, j'ai toutes mes pommes, je vais enlever tous les cœurs et par la suite, je vais les découper. Si j'étais pour faire toutes les petites étapes une après l'autre avec une seule pomme, je pourrais ressentir un peu un chaos sur la planche à découper. On perdrait de l'efficacité et ça prendrait plus de temps. Aussi, dans la répétition, il y a quelque chose de plus simple. On n'a pas besoin de réfléchir. Je sais qu'à chaque fois que j'empoigne une pomme, c'est le même geste. Ça peut paraître simple, mais en cuisine, chaque seconde compte. C'est quand même vrai. Un autre truc aussi,
que j'ai appris en travaillant dans un restaurant japonais, c'est de toujours diviser la planche à découper en 3 sections. Bien sûr, ça prend une planche à découper qui est grande et on a toujours, là ça va être à l'envers pour vous, mais à ma gauche, j'ai toujours le produit qui est prêt à être transformé. Au centre, j'ai mon espace de travail, puis après ça, j'ai mon espace de découpe terminé. Donc, ça fait comme une espèce de V. Bien sûr, j'ai mes parures qui sont simplement installées dans un récipient comme ça. J'ai ce chemin-là qui se fait naturellement. Et ça fait en sorte qu'on garde la planche à découper organisée, puis on n'a pas besoin de tout le temps tout déplacer à 2 mains pour arriver à organiser le poste de travail. On va l'appeler la technique du V. D'ailleurs, ça, je vous le conseille, là, une grosse planche à découper. Là. On va arrêter de prendre des petites planches qui ont l'air d'un cartable. Là. Une grande planche à découper, c'est vraiment utile. Là, vous voyez, je renvoie la pomme dans l'autre coin pour recommencer le même processus. Pour la découpe, moi je vais y aller avec des petits rectangles. Sentez-vous à l'aise de faire la découpe de votre choix, mais on veut quand même que ça tienne à l'intérieur du Paris-Brest. Toujours se garder une noisette en tête. Les pommes sont découpées, et puis là je vais vous donner vraiment une astuce professionnelle, c'est de travailler au pourcentage. Je pense qu'on est rendu là. Les tasses, les cuillères à soupe, les affaires, il n'y a juste pas de précision. Pour réussir à le faire, j'ai besoin d'avoir le poids total de mes pommes, que je vais peser ici dans mon cul de poule. Donc, 1400 grammes. Et là, ce que je veux faire, c'est calculer la quantité de fécule de maïs que je vais mettre pour ajouter un peu de texture au compoté. Donc, je vais tout de suite attraper ma calculatrice. Je vais bien sûr me nettoyer les mains suite à l'empoigne de ce téléphone. OK, 1400. Petit truc pour les gens qui ne sont pas allés au secondaire. 1400. Là, ce que je vais faire, c'est fois 0,02. Ça va nous donner 2 28 grammes. Et comme ça, même résultat à toutes les fois. Si on veut encore plus de précision, on peut s'équiper, ça c'est peur du placement de produit, là, mais on peut s'équiper de ce qu'on appelle une balance à précision. Plus jeune, j'ai connu beaucoup de personnes qui utilisaient cet outil-là. Donc même chose, on va se peser un 28 grammes de fécule de maïs. Là, je le sais, c'est drôle, là. Il y a une balance à précision, la poudre est blanche. Oh bon, 28 grammes. Parfait. Je vais l'ajouter aux pommes direct. Pour sucrer le compoté, on va utiliser de la cassonade et on va faire 20 % de la masse ici. Donc, on commence fois 0,20. 260. Ah non, j'ai mal fait le calcul, excusez-moi. Petit truc pour les gens qui ne sont pas allés au secondaire. Fois 0,02. Même résultat à toutes les fois. Clairement, j'ai pris l'option maths forte au secondaire. J'avais dit que j'allais laver mes mains. C'était pas un mensonge. Donc avant de passer à la cuisson, ce que je vais faire, c'est juste bien mélanger les pommes avec la fécule pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. Et on va envoyer en cuisson. Fait qu'on part la cuisson à feu mi-moyen pour commencer. Puis on va juste y goûter de temps en temps pour être sûr d'avoir la texture parfaite de pommes. Naturellement, la fécule va chauffer, donc la liaison va se faire. De retour au praliné, on va commencer par faire un caramel. Pour la recette, c'est vraiment facile. Temps pour temps, sucre et noisette. Là, je suis à froid, j'ai pas encore parti la chaleur. Je vais juste ajouter un petit peu d'eau pour aider à commencer à chauffer le sucre. Je vais le mélanger premièrement pour diluer un peu le sucre. Et là, ce qu'on veut faire, c'est partir le feu au maximum. Et là, on reste pas trop loin. Une fois qu'on a la couleur désirée du caramel, on ajoute les noix, on met à refroidir sur une plaque qui est déjà prête à côté. Cet instant-là ici il est très important parce qu'on travaille avec quelque chose de dangereusement chaud et on veut pas que ça brûle. Donc, c'est important d'avoir tous les éléments prêts pour bien arrêter la cuisson. Donc, ma plaque, mon silpâte, les noisettes juste ici. On reste ici. Là, il n'y a pas d'affaire on fait 3 affaires en même temps. Je pense que dans les statistiques de choses brûlées annuellement par cuisiniers en restauration, numéro 1 qui doit battre toutes les statistiques, c'est le crouton. Et numéro 2, c'est le caramel. Donc, restons ici. C'est aussi important d'avoir la chaleur au maximum. Ça prend une certaine température pour correctement caraméliser le sucre sans que ça fasse un caramel qui est massé. On n'aura pas d'exemple aujourd'hui de caramel massé, mais en gros, ça ressemble un peu à... C'est comme si le sucre retrouve sa cristallisation. C'est comme si le sucre retrouve sa cristallisation. La grande chimie derrière tout ça, faites-moi confiance, gardons-le dans le tapis, puis tout va bien se passer. N'ayons pas peur du caramel.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi contrôler le niveau de sucre d'un caramel. C'est-à-dire que plus le caramel est foncé, plus il va être amer, et l'amer vient contrer la sucrosité. C'est comme une façon de le balancer. Moi, j'aime bien pousser le caramel un peu plus loin que la norme, justement pour avoir plus d'amertume et masquer ce côté-là, plus sucre intense. Là, on peut voir, ça commence tranquillement. On dit souvent qu'il ne faut pas brasser un caramel, mais moi, j'aime bien lui donner un petit coup comme ça de temps en temps pour être sûr que les bords aussi se font caraméliser. C'est pas un coup de fouet, c'est juste un petit remuage. Là, on est dans des secondes ici. Là. À partir de maintenant, ça va extrêmement vite. Je suis satisfait de la couleur, il est bien foncé. Je coupe le feu et bam, j'ajoute les noisettes. Là, il faut faire attention, OK? J'ai ajouté les noisettes et j'ai gardé mes mains le plus loin possible parce qu'on veut surtout pas se brûler avec... La pire chose qui peut arriver, c'est se brûler avec un caramel. La pire affaire. Voilà le résultat. C'est de toute beauté. Les Français vont comprendre cette référence. Oh! Garde un œil sur la pomme. Ouh! Ça en vient bien, là, ça. Petite astuce pour nettoyer le chaudron d'un caramel, juste laisser couler un peu d'eau chaude à l'intérieur. Ça devrait diluer le sucre, puis ça s'enlève super facilement. Donc, c'est ce que je vais faire. Et là, ce qu'on veut faire, c'est juste le laisser figer comme ça. On y pense pas pendant un petit moment. OK, on poursuit avec la pâtissière. Vous excuserez le bruit de la machine. C'est une recette qui fait beaucoup de vaisselle. On perd pas de temps. La pâtissière, on va mettre notre lait à chauffer. On va aussi empoigner une gousse de vanille qu'on va séparer en deux. Comme ça ici. Petit bump. Bien sûr, on ajoute la tige aussi pour infuser. Fait qu'on va juste mettre à chauffer tranquillement, à un feu mi-moyen. On va juste tempérer le lait pour être capable de bien tempérer les œufs par la suite, mais on n'a pas besoin d'aller chercher une ébullition nécessairement. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais clarifier les œufs dans mon cul de poule ici. Rien à dire sur cette tâche-là. Je pense qu'on a tous déjà vu quelqu'un faire ça. Super. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le sucre et la fécule de maïs au jaune d'œuf. Puis là, ce qu'on va faire, c'est les blanchir. Donc, avec un fouet, je commence gentiment pour éviter d'avoir une éclaboussure de fécule de maïs. Avant d'aller plus loin, je vais sécuriser mon cul de poule. Je me crée un beau petit nid et je viens déposer le cul de poule comme ça, il ne bouge pas quand je fouette. Je vais juste verser gentiment le lait pour éviter de brusquer les jaunes et pour les tempérer tranquillement. Donc, on va pouvoir filtrer la pâtissière et on repart sur un feu mi-moyen environ. Là, ça, c'est un des autres moments où est-ce qu'il ne faut pas partir faire autre chose parce que la fécule va s'activer avec la chaleur. Ça va prendre, ça va épaissir. Donc, c'est important de constamment fouetter la préparation pour éviter d'avoir des grumeaux ou que ça colle dans le fond du chaudron. Un peu plus compliqué, la pâtisserie, hein? Mais je dois dire qu'il ne faut pas avoir peur. Souvent, le plus important, c'est de faire une recette avec 100% de confiance, comme si on l'avait toujours fait. Si on fait une erreur à la fin de la journée, c'est correct, on recommence. Et voilà, la pâtissière est prise. Donc là, on veut quand même lui donner un coup de fouet assez ferme pour être sûr de bien cuire la fécule. Donc la pâtissière a bien prise. Ce que je vais faire avant de la laisser reposer, je vais juste la laisser de côté. On va pouvoir mixer le praliné et l'ajouter à la pâtissière avant de la laisser refroidir. Le caramel a figé. Là, on est rendu avec quelque chose de solide, comme une vitre. On va pouvoir tout mixer dans un robot culinaire. Et voilà. On va pouvoir ajouter le praliné à la pâtissière. Là, c'est le cuisinier en moi qui fait ça un peu. Je vais y aller au goût, mais j'ai une balance ici, donc je vais pouvoir vous dire combien de grammes j'ai rajouté. C'est sûr, ça en prend plus. Allons-y à 200 même. Pas le choix. Pas besoin de balance, là, on va juste tout mettre. Man, ça c'est butterscotch, hein? Sainte Alphonse, man! C'est l'heure de pocher le Paris-Brest et de le cuire. Donc, il va falloir se munir d'une poche à pâtisserie. C'est pas obligatoire, mais on peut utiliser aussi une douille à éclair qui donne un beau fini à la pâte, selon moi. C'est toujours le fun d'avoir un petit récipient pour s'aider à remplir la poche. Vaut mieux de ne pas trop remplir la poche pour avoir plus de contrôle du point de vue maniement. Pour le pochage, on va se créer un guide et je remercie Chef Damien de 750 grammes qui m'a inspiré et qui nous a donné ce truc ici. On va empoigner quelque chose qui a une forme circulaire. J'ai de la farine ici et je vais juste déposer brusquement mon saladier pour créer une ligne. Hein? Gentiment comme ça, je laisse la pâte tomber. Puis à la connexion,
je vais juste donner un petit point de pression. Avant d'aller plus loin, je vais juste mouiller mon doigt rapidement comme ça pour m'assurer que la liaison est bien faite. Le fait de mouiller mon doigt, ça va juste empêcher que ça colle. Et là, je vais venir déposer une deuxième ligne à l'intérieur. Même concept, j'évite d'écraser. Je laisse vraiment la pâte tomber le plus proche possible de la première ligne. On vient déposer une troisième ligne par-dessus, comme une pyramide, comme un jeu de cartes, comme une pyramide de jeu de cartes. Ce truc pour avoir un bon contrôle de la poche. On la tourne. Quand j'ai la bonne tension de la poche, je vais prendre l'excédent de la poche puis l'entourer autour de mon pouce comme ça. Là, je peux aller chercher vraiment la tension finale. Et quand je pèse, je sais que j'ai le contrôle de la poche à 100%. C'est dur à expliquer, là, mais il n'y a rien qui va sortir de l'autre extrémité. Tout est bien sécurisé par mon pouce. Et là, on vient déposer la dernière. Nos roues de vélo sont abaissées. Il reste un peu de pâte à choux. Ce qu'on peut faire, c'est pocher des chouquettes, les mettre au congélateur avant cuisson. Après ça, quand on désire, on peut juste les enfourner. Petite chouquette à disposition n'importe quand. Juste avant d'enfourner, on va dorer nos roues de vélo avec une petite dorure de jaune d'œuf. On va ajouter des amandes effilées. Le grand moment est venu. On enfourne à 350 pendant 30 minutes. Puis après ça, on va sécher. On va baisser la température du four, puis on va laisser un autre 15 minutes. Ce four-là, il reste fermé. Personne qui y touche. Si jamais on a une perte de chaleur, la pâte à choux peut redescendre. Et là, c'est la catastrophe. Tout cet effort-là pour rien, dans le fond. Fait que on y touche pas. Ça fait 30 minutes de cuisson. Je viens juste de baisser le four à 240 Fahrenheit. Le but, c'est de juste sécher le plus possible l'intérieur pour maximiser le croustillant qu'on aime de cette recette-là. La dernière étape, finalement, on est rendu là, c'est de monter la diplomate. Donc, c'est pas trop compliqué. On veut incorporer une crème fleurette à notre crème pâtissière pralinée. Pour être sûr qu'on a quelque chose qui tient pendant un petit moment, on va ajouter 3 feuilles de gélatine. On va pouvoir intégrer la conversion en sachet de gélatine, bien sûr. Donc, j'ai juste une eau glacée ici, juste réhydrater les feuilles. L'eau glacée, bien sûr, pour éviter que la gélatine fonde dans l'eau. On va commencer par bien délayer notre pâtissière. Pâtissière qui est bien sûr bien reposée, qui est maintenant froide. Ça sent vraiment bon. On va attraper le fouet. Pendant que ça tourne, je vais monter la crème fleurette. Donc, j'ai la crème 35 à fouetter ici. Juste avec un fouet, on va commencer à monter. Suite à quelques coups de fouet, on se retrouve avec une belle petite crème fleurette. On voit que ça tient à peine sur le fouet. On ne veut pas incorporer trop d'air, juste assez pour que ce soit malléable et pour incorporer de la légèreté à notre préparation. Je vais mettre ça au frais pour l'instant pour pas que ça bouge. Pour incorporer la gélatine à notre préparation, ce qu'on veut faire, c'est chauffer une petite partie de la pâtissière. Je vais vous montrer l'astuce du chef. Je serais prêt à dire que peut-être 60% des restaurants font ça comme ça, plutôt que de se casser la tête avec un bain-marie puis faire plus de vaisselle. C'est de prendre une petite partie, je dirais peut-être le tiers, ça dans un contenant en plastique, qui peut aller au micro-ondes et on va chauffer, faire fondre notre gélatine au micro-ondes. Donc, je retire l'excédent d'eau. La gélatine est bien réhydratée. On va mettre ça 2 fois 30 secondes au micro-ondes avec un petit coup de fouet entre les deux. On va avoir quelque chose de parfaitement fondu. Si jamais il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'il y a derrière moi ici, je vous promets, vous n'allez jamais le savoir. Après avoir la porte d'entrée de Narnia derrière moi, je ne révélerai pas le secret. Beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est pas bon pour la santé, machin. » Là, regarde, man, on est déjà en train de faire un dessert à 350 000 calories la bouchée. Là. Un petit coup de micro-ondes, il n'y a personne qui va mourir. La gélatine et la pâtissière ne font qu'un. Tout est bien mélangé. On va pouvoir incorporer au reste de la pâtissière et c'est important de garder ça en mouvement constant, de verser la pâtissière chaude tranquillement pour éviter de former des grumeaux. Donc, c'est parti. Vitesse maximale. On va incorporer la crème en 2 fois. Notre diplomate est prête. On va la laisser reposer au frigo pendant que nos roues de vélo refroidissent. On va être prêt pour le dressage. Damn. Finalement, on est arrivé au moment qu'on attendait tous, le montage. Je ne mentirai pas, c'est une recette qui
qui prend de l'effort. Il faut de la volonté, mais je suis convaincu que cet effort-là va être récompensé par des saveurs extraordinaires. Prendre notre roue de vélo. Là, c'est quand même stressant pour vrai parce que tu veux pas te muffin des coupes rendu à cette étape-là. Laisse le couteau travailler. Oh oh! Bam! Hey? Yeah! Bon appétit, mes amis. Oh oh! Hell yeah! Ça demande beaucoup d'efforts, mais je garantis que c'est absolument délicieux. Évidemment, la pomme, c'est pas obligatoire, mais ça ajoute une petite pointe d'acidité, un petit côté fruité, vraiment agréable. Le fait qu'on a poussé le caramel un peu plus loin aussi fait en sorte que c'est vraiment pas trop sucré, c'est bien balancé. Je pourrais me claquer cette roue au complet à moi-même. Mes deux passions rassemblées dans une vidéo. Je vais partager les restants avec l'équipe ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à la prochaine. Mettez votre tablier, prenez un après-midi de temps. Puis je suis convaincu qu'avec un peu de détermination, vous allez pouvoir y arriver.